Bienvenue à tous. Il retend la main à l'Algérie. Le roi Mohamed VI a prononcé hier soir son discours traditionnel à la nation à l'occasion de la célébration de la Marche verte. La nouveauté cette fois-ci dans cette main tendue par le Maroc, c'est que le roi propose la création d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation entre les deux pays. Alors à quoi pourrait-on s'attendre si Alger accepte la création de cette plateforme? L'espoir est-il permis entre les deux pays? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique. Saladin Nabira également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Acteur associatif et enseignant-chercheur. En deuxième partie, nous parlerons de l'affaire Samir avec ce jugement historique prononcé ce lundi par le tribunal de commerce de Casablanca, première instance, précisons. L'ouverture de la liquidation judiciaire de la raffinerie contre 6 de ses administrateurs reconnus coupables de faute de gestion, parmi eux l'ex-PDG, le saoudien Mohamed Hussein El Hamoudi. La liquidation de la Samir qui va s'étendre au patrimoine de ses dirigeants, mais une question se pose, comment va-t-elle être exécutée alors que ces administrateurs détiennent leurs avoirs à l'étranger? L'affaire risque encore de durer et pendant ce temps une sortie à la presse d'un économiste, Mohamed Benoussa, économiste en chef à la CGM, même si le patronat s'est déchargé de responsabilité concernant ses propos, a fait une sortie médiatique. Il pointe du doigt la responsabilité de l'État dans ce dossier et met sur la table plusieurs pistes pour la sauvegarde de la Samir. Ces pistes sont-elles opportunes à étudier? C'est ce que nous verrons. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions dès maintenant sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. Messieurs, l'espoir est-il permis après cette main tendue par le roi du Maroc à l'Algérie, Hicham Hamadi? Non, l'espoir est permis depuis toujours. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est d'abord un discours très court et très direct. Oui. L'Algérie a été citée dès le début, donc c'est un discours qui s'adresse au gouvernement algérien. Le discours demande à ce qu'on rentre directement dans une phase de discussion, négociation directe, avec même un cadre proposé, donc un outil de travail avec un cadre clair. Donc c'est une invitation de l'Algérie pour pouvoir de venir autour de la table et discuter de l'ouverture de la, on va dire, normalisation des relations entre nous et l'Algérie. Et l'ouverture des frontières, donc. L'ouverture des frontières directement. Mais surtout, c'est un redéploiement de la diplomatie marocaine. Il faut se dire que Sa Majesté, on va dire après l'intégration de l'Union africaine et puis après l'intégration de la CEDEAO qui risque de ne pas se faire et qui a pris beaucoup de temps, un redéploiement vers le Maghreb arabe. On revient sur, on veut encore consolider la place du Maroc en tant qu'acteur au niveau de la région et on commence par le Maghreb arabe. Donc on se tourne vers l'Algérie, probablement la Tunisie et le reste pour redéployer cette force et puis après repartir au niveau africain avec les projets qu'on a lancés. Saladin Nabira, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement il y a une main tendue, mais cette fois-ci, on propose un mécanisme de concertation. D'ailleurs, le roi le dit lui-même dans son discours. L'Algérie peut prendre en charge l'agenda, les différentes thématiques qui seront abordées. Donc, c'est vraiment un appel clair et net. Appel du pied clair. Appel du pied très clair, Saladin Nabira. Exactement, d'autant plus qu'il dépasse même le cas du conflit régional qui concerne en fait les territoires contestés. Et qui s'étend aussi donc à tous les sujets qui intéressent les deux pays, donc et qui souvent, comme par hasard, connaissent presque la même situation. C'est-à-dire il y a des difficultés sur le plan social, il y a pas mal de tensions sur le plan social, et donc et l'opportunité d'élargir en fait et d'ouvrir ce dialogue et surtout les différents partenariats possibles qui peuvent être à l'issue de cette concertation qui pourrait constituer une relance pour les deux pays, donc sur le plan social, qui est aussi un projet de la jeunesse, projet porté aussi par les populations au-delà des pouvoirs politiques. On le voit souvent à chaque fois il y a des manifestations au niveau régional ou continental, il y a un rapprochement qui se fait de manière spontanée entre les délégations marocaines et algériennes et on voit que la jeunesse des deux pays nourrit ce projet-là. Donc, c'est une réponse au développement économique. On rappelle 2 points de PIB perdus chaque année à cause de cette fermeture des frontières. Exactement. D'autant plus que la complémentarité des deux tissus économiques est très très intéressante. Donc chacun dispose de ce qui manque à l'autre. Après, il faudrait dire aussi que cette réponse ou cette proposition fait aussi suite à la dernière résolution au niveau des Nations Unies qui a reconnu l'implication en fait de l'Algérie comme partie prenante. Donc ça peut donc offrir un cadre
de manière plus élégante. Donc, au-delà du conflit, de parler de tous les intérêts, tous les enjeux sur le plan sécuritaire, sur le plan des migrants. Est-ce que vous y croyez franchement à une réponse du gouvernement algérien à cette main tendue du roi Mohamed VI? Sérieusement, avec le pouvoir en place et donc le maintien de cette génération FLN donc en Algérie, donc avec toute la légitimité, les problématiques de légitimité qu'a avec une candidature, donc on se dirige vers ça, de Bouteflika. Moi, je pense pas, parce que c'est les mêmes acteurs qui ont le Maroc a toujours justement lancé un appel ouvert. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui il y a le cadre donc qui est plus élargi, mais le Maroc a toujours plaidé pour une ouverture des territoires. À chaque fois, il y avait un refus, parce qu'il y a une génération aujourd'hui en Algérie que je pense malheureusement ne va jamais aller dans le sens d'une ouverture, parce que la fermeture des territoires, en fait, l'intronisation du Maroc comme un ennemi donc potentiel de l'Algérie permet à ce régime de se maintenir et de se donner les raisons de son existence et de son engagement militaire et le rôle très fort de l'armée dans le régime algérien. En tout cas, toujours pas de dépêche APS, l'agence de presse algérienne, sur ce discours royal et cet appel du roi Mohamed VI. Il est quand même 9h22. Ça commence à faire beaucoup d'heures qui passent. Hicham Hamadi, est-ce qu'on peut espérer tout de même que cet appel soit peut-être entendu par certains intellectuels algériens, peut-être même des responsables politiques, des candidats à la présidentielle algérienne? Non, il le sera certainement. C'est sûr et certain. Maintenant, comme c'est quelque chose qui arrive, c'est une vraie surprise. Donc, ils prennent le temps avant de réagir. Il faut se dire que il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect politique, parce que le Maroc est en train de se redéployer au niveau du Maghreb arabe. Il y a l'aspect économique. N'oublions pas qu'il y a un du Maghreb arabe qui disait projet mort-né, le roi Mohamed VI, oui, il y a 2 ans. C'est de l'agilité politique. C'est de se dire que on a intégré l'Union africaine, puis après notre intégration est probable, très peu probable à la CEDEAO, et donc on revient on va dire exactement à la région la plus proche. Après, il y a les aspects économiques, il faut pas les oublier. Il y a le gazoduc, le projet du gazoduc, et l'appel du pied à l'Algérie, peut-être une ouverture pour qu'elle puisse intégrer ce projet. Donc il y a plusieurs aspects. Et aussi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais peut-être un sentiment de changement qui se passe en Algérie. Donc en tout cas, le Maroc a été toujours moteur à chaque étape cruciale au niveau de l'Algérie, en disant on est toujours ouvert et on veut aller plus loin avec vous dans un partenariat dans lequel vous pouvez mettre le cadre et instaurer l'agenda de ce cadre. Et donc ça veut dire que le Maroc, il a une vraie volonté politique, économique, diplomatique d'ouverture, et qu'il est prêt à négocier tous les termes. Alors j'ai pas la déclaration exacte sous les yeux, mais en gros dans ce discours, entre les lignes, ce qu'on lisait, c'était qu'il n'y a pas d'arrière-pensée derrière cette main tendue. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Parce qu'on aurait pu le penser, on approche à un mois maintenant de la discussion de la table ronde sur le Sahara avec l'Algérie qui sera partie prenante. On aurait pu penser que ça aurait été un calcul concernant il faut se dire que ce dossier. C'est aussi de la politique, c'est aussi mettre la pression sur l'Algérie en disant nous sommes prêts à négocier non seulement sur ça, mais sur nous voulons une discussion globale et un partenariat global. Donc oui, c'est aussi de la pression, c'est que quand on jette la balle dans le camp adverse en disant nous sommes ouverts, charge à vous maintenant de prendre position, c'est que ils sont obligés d'y répondre, ils sont obligés de se positionner. Mais il faut se dire que ça peut être intéressant pour les deux parties, et comme disait Salah ad-Din, la problématique qu'on a actuellement, c'est que l'élite au pouvoir est une élite qui garde toujours les séquelles de l'histoire, qui a toujours en mémoire des choses qui sont très lointaines, que moi je n'ai pas connues, que probablement Salah ad-Din n'a pas connues aussi. Donc la difficulté, c'est d'oublier tout cela et de partir sur une page blanche et de se dire on construit quelque chose qui est intéressant pour les deux peuples. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas? Enfin, en tout cas, Sa Majesté a été très clair. Il a dédié un discours. Il a dédié, dès la première phrase, il s'adressait aux Algériens. Il s'adressait réellement au gouvernement algérien en disant venez, nous sommes prêts à discuter, nous sommes prêts à construire ensemble. Et je pense que la suite, on le verra au niveau diplomatique, avec une ouverture vers les autres pays. Je pense, à mon sens, qu'on ira plutôt vers la Tunisie et puis après vers les pays du Maghreb arabe pour pouvoir construire une force économique ensemble. Saladin Amir, le projet de l'UMA relancé peut-être à travers ce discours L'UMA, je dirais pas, peut-être que ça va y aller crescendo, donc parce que il faut pas oublier les problèmes en Libye aujourd'hui, le conflit est plus ou moins prononcé avec la Mauritanie,
et le régime en place, mais je pense que c'est l'une des meilleures des façons, c'est d'aller pas à pas. Donc, de tous les pays de l'UMA, l'Algérie représente le pays d'abord le plus proche parce que c'est notre voisin de l'Est, et en même temps, c'est là où il y a les plus grandes similitudes entre les deux populations et surtout la complémentarité économique. Maintenant, je pense sur le plan diplomatique, comme a dit Hicham, c'est une façon aussi de faire passer de manière en douceur en fait la dernière résolution. Ça veut dire que dire voilà, l'enjeu n'est pas seulement le Sahara, c'est que il faut maintenant aujourd'hui dépasser ce conflit-là parce que ça représente un blocage du développement des deux pays. Il ne faut pas oublier que ce soit du côté du Maroc ou de l'Algérie, il y a beaucoup de points de PIB qui sont investis pour justement gérer un conflit. Nous avons chacun nos problèmes socio-économiques, nous pouvons ensemble les résoudre. Exactement. Et donc, ce conflit-là absorbe énormément d'énergie et surtout beaucoup de ressources. Pour les deux pays, on en a besoin. Le chômage des jeunes est aussi présent des deux côtés. La pauvreté, donc les deux pays sont mal classés sur les indices de développement au niveau mondial. Et donc, maintenir de manière artificielle un conflit qui n'a même pas lieu d'être et qui... D'autant plus que l'Algérie n'est même pas concernée directement sur son territoire. Ça veut dire à maintenir artificiellement un régime en place pour embêter le Maroc. Comme a dit Hicham, ça remonte à très très longtemps. Oui. Mais maintenant, la volonté est une chose, la réalité en est une autre. Donc de pouvoir surtout un régime très contesté en Algérie. Vous savez que tous les régimes qui ne sont pas légitimes et qui ne pose pas sur une légitimité démocratique représentative de la volonté des peuples ont du mal à aller dans le sens des souhaits de ce dernier. Aujourd'hui, comme j'ai dit, si vous faites un sondage en Algérie, au Maroc, toutes les populations sont d'accord sur ça. Donc, si leur volonté est exprimée au sommet de l'État, on n'aurait pas ce conflit-là. Donc, tout l'enjeu est comment justement soit jouer le temps, parce qu'on voit bien que ce régime, et surtout les hommes qui représentent ce régime algérien, s'orientent vers leur fin, donc et jouer la montre et faire une proposition sur la table, oui. soit attendre un tournant de la part de Bouteflika. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement l'Algérie maintenant est jugée partie prenante par l'ONU dans sa dernière résolution sur le dossier du Sahara. Autre point intéressant, Nasser Bourita, qui était en visite en Mauritanie il y a quelques jours, sorti tout sourire de sa rencontre avec le président. Il y a un réchauffement clair et net des relations entre le Maroc et la Mauritanie après quand même plus de 2 années compliquées, difficiles. Hicham m'a dit, on a l'impression que maintenant l'Algérie est pratiquement au pied du mur, sur le banc des accusés en tout cas, à travers ce discours. C'est maintenant l'Algérie, allez-y, parce que sinon vous n'avez pas d'autre porte de sortie pratiquement. En fait, c'est la porte qui est ouverte, qui leur permet une sortie par le haut. Oui. En fait, le discours, c'est de leur dire on a un consensus général autour de la question du Sahara, on a un consensus général autour des points économiques, on est en train d'avancer sur le projet avec l'ensemble des partenaires. Le Polisario, c'est de l'histoire ancienne, actuellement aucune efficacité, donc c'est une solution pour qu'ils puissent sortir par l'eau. Il faut pas oublier aussi que c'est une réaction, c'est aussi en termes stratégiques, c'est que le Polisario a fait un choix d'attaquer le Maroc sur le point juridique et sur aussi en voulant revenir à l'autodétermination qui n'est plus sur la table. Oui. C'est une manière aussi de répondre à ce positionnement, à cette stratégie. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Saladin Nabira. Rebonjour. Rebonjour. Acteur associatif et enseignant-chercheur. Hicham Hamadi également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique. On parle donc de cette main tendue du roi Mohamed VI envers l'Algérie. Discours prononcé hier soir à l'occasion de la célébration de la Marche verte. On se posait la question si l'espoir est permis. En tout cas, on verra si cette main tendue sera reprise par certains intellectuels, voire candidats à l'élection présidentielle algérienne. Mais ce que vous nous disiez en première partie, messieurs, c'est que pour l'instant, ça paraît peut-être difficile que cette main tendue soit acceptée du côté du gouvernement algérien. On évoquait ce mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation entre les deux pays. C'est une proposition nouvelle du roi Mohamed VI. Autre aspect qui a été évoqué dans ce discours, Saladin Nabira, c'est la rente dans les provinces du Sud encore.
Exactement, et c'est ce qui est intéressant dans ce discours, parce qu'on le voit sur le volet international, les idées sont de plus en plus claires, et pour la deuxième fois, donc il y a déjà 2 ans, ça a été prononcé dans le discours de la marche verte, avec le plan justement d'investissement des 70 milliards de dirhams, et cette confirmation de la part du monarque montre aussi la fin d'un modèle qui a été mis en place pour un peu, quelque part, gérer les élites locales à travers des avantages octroyés, des avantages qui ne sont dus à aucune valeur ajoutée économique, par la simple détention de permis de pêche hauturière, de permis d'exploitation de sablerie, de permis de distribution de carburant avec un certain nombre d'avantages. Il y va jusqu'à la distribution des fameuses cartes de l'entraide nationale. Et aujourd'hui, cette situation a frustré toute cette génération post-marche verte qui, elle, qui naît là-bas, qui vit là-bas, qui se voit une minorité, quelques familles profiter de toutes les richesses, de tous les avantages. Et ça crée même une situation de chantage à la citoyenneté, parce qu'à un certain moment, on a l'impression qu'au sud, on bénéficie de plusieurs largesses que les autres populations du Maroc n'en bénéficiaient pas. C'est quoi la raison qu'on y ait des subventions dans la région du sud et que quelqu'un qui vit à quelques kilomètres de l'Aïoun ne peut pas en profiter? Donc cette situation, il faut en finir avec ça. Il faut qu'il y ait une répartition égalitaire, et au lieu que ce soit une gestion par la rente, il faut que ce soit un vrai développement économique à travers des investissements, à travers la création d'emplois et de richesses, et surtout avec la normalisation de cette situation. Parce que c'est pas normal que quelqu'un, grâce à quelques permis ou quelques autorisations, puisse gagner des millions et des milliards de dirhams juste comme ça. Donc voilà. Alors ce nouveau modèle de développement justement des provinces du Sud, ce plan de développement économique des provinces du Sud, lancé il y a 3 ans en 2015, le 6 novembre 2015, 71 milliards de dirhams d'investissement public. On va monter maintenant aux alentours de 80 milliards, c'est ce que nous a dit l'économiste ce lundi. La nouveauté, c'est qu'on entre sans doute dans une phase 2, Hicham Hamadi, celle des investissements privés. Il y a eu ce forum d'affaires France-Maroc qui a été initié le week-end dernier, avec des investissements notamment sur la zone industrielle et logistique d'El Masra. Les Français qui arrivent en premier, ça va drainer d'autres investissements peut-être de pays européens? Certainement. En fait, le discours de l'Aïoun était un discours fondateur qui disait qu'on arrête avec la rente et on part à l'investissement. C'est que, en gros, on investit pour faire en sorte à ce que il y ait une égalité des chances et qu'on accède à la création d'opportunités et que ça profite à l'ensemble en supprimant la rente. Donc c'était fondateur, et ça a commencé par un engagement de l'État, et maintenant ça va vers le privé. Et donc la signature des conventions, et puis après il y a même le déplacement de la Chambre de commerce française qui était là-bas il y a une semaine. Oui. Avec donc ce forum d'affaires, il y a les Britanniques également qui sont venus là cette année aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord il y a l'État, puis après il y a le privé, et on continue, et que le train est en marche. Cela consacre une chose, c'est que les richesses du pays sont réparties et profitent à la population, parce que un des éléments juridiques sur lequel la pseudo-race nous attaque, c'est que les fruits de l'exploitation des zones du Sud ne profitent pas à la population. C'est pas vrai. Et donc c'est la démonstration claire. Et puis après l'ouverture à l'investissement, on va dire international, pour faire en sorte à ce que les gens qui peuvent demain contester la légalité ou contester le fait que le Sahara est le nôtre et des intérêts économiques dans le Sahara, dans le Sud. Et donc c'est une invitation, c'est une ouverture, et aussi c'est aussi une vraie stratégie pour pouvoir faire en sorte à ce que sur le plan économique et sur le plan juridique, on nous attaque plus, que ça s'arrête. Alors que justement, le Polisario, lui, attaque en ce moment des entreprises françaises, des entreprises britanniques. La dernière en date des entreprises françaises, c'est ça arrêtera c'est quand COFAS. On l'attaque devant les juridictions nationales de ces pays. Ça arrêtera quand les intérêts de ces pays deviendront les nôtres. Ça arrêtera quand il y aura beaucoup de multinationales installées là-bas, et que, en gros, ils ont un intérêt économique et ils vont défendre notre intérêt. Donc c'est une politique assez intéressante, c'est une politique très franche et très claire et très directe. C'est pas quelque chose de caché. Comme je disais, le discours de l'Aïoun était très clair. Et puis après, c'est une politique dans laquelle on a donné une porte de sortie à l'Algérie par le haut. Suite au discours d'hier, l'approche est très claire. Devenez partenaire économique. Maintenant, du point de vue de l'Algérie, je pense que c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils voient le Maroc comme étant un conquérant. L'économie algérienne n'est pas structurée. Vous savez, pour ouvrir une entreprise en Algérie, il faut donner la majorité à un Algérien, donc c'est très compliqué. Ils voient d'un mauvais œil l'ensemble des entreprises marocaines qui sont aujourd'hui leaders au niveau de l'Afrique subsaharienne. Enfin, on se rappelle, il y a
pas longtemps un ministre algérien, comment il qualifiait la Royal Air Maroc. Donc il y a une vraie crainte, et c'est pour cela que le fait de mettre un outil et de cadrer la relation en disant venez, on discute de tout et on discute des modalités, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, on va pas demain à l'ouverture racheter l'ensemble des entreprises algériennes. Non, c'est pas vrai. Donc je pense que ce qui se passe, c'est que il y a une porte ouverte, il va falloir la saisir, il va falloir discuter des modalités du partenariat. Saladin Amira, c'est facile d'avoir entre guillemets des soutiens à l'international sur du papier. Oui, nous reconnaissons le plan d'autonomie marocain comme viable, comme crédible. D'ailleurs, c'est un soutien massif aujourd'hui de la communauté internationale. En revanche, ramener des investisseurs dans un territoire qui pour l'instant est encore non adjugé par la communauté internationale au sein des Nations Unies, ça peut être un peu plus compliqué. Ce soutien de la France, plus ces accords qui ont été remis en cause, accords de pêche et accords agricoles par le Polisario, mais finalement jugés comme valables par la Cour de justice de l'Union européenne, ça fait 2 arguments supplémentaires pour pouvoir convaincre d'autres investisseurs. Exactement. Il ne faut pas aussi oublier qu'il faut aussi user de lobbying. Au lieu d'orienter un ensemble de dépenses, on l'a dit, à entretenir un système de rente, on le sait comment ça fonctionne en Europe. On sait que juste devant le bâtiment de l'Union européenne à Bruxelles, il y a un siège de toutes les entreprises de lobbying au monde. Donc ils sont là et qu'on le voit que certaines entreprises internationales, à coût de millions de dollars, arrivent à avoir certaines décisions, certaines autorisations, des fois même sur des produits qui est nocif à la santé publique. Il y a aussi le volet peut-être diplomatie parallèle renforcé. On l'a vu encore avec cette exposition qui a été annulée au centre Georges Pompidou, qui mettait en avant des soldats marocains tués lors de la guerre du Sable. Exactement. Donc Hicham l'a dit tout à l'heure, quand ces entreprises-là et ces pays-là auront des intérêts conséquents à travers leur entreprise nationale dans le sud du Maroc, ils trouveront le ressort nécessaire pour pouvoir défendre cette position. Et comme j'ai dit la dernière fois, il faut aussi que le Maroc puisse user et attaquer certains pays soutiens, parce qu'on le sait, le Polisario lui-même ne pèse rien s'il n'y avait pas les soutiens sud-africains et algériens. Il faut aussi donc attaquer en justice certains responsables politiques sud-africains et impliqués dans des crimes liés à l'apartheid ou certaines choses comme ça. Donc et voilà, mettre une pression de manière à peser sur le soutien des Sud-Africains au Polisario.